Bonjours et bonsoir, chers internautes. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'aime m'informer. Qu'importe le média. Parce que le média sert le messager. Comme disait un journaliste français, tant qu'il n'y a pas de changement, il n'y a plus d'information. Aujourd'hui, je reçois un gars de Sept-Îles. Un gars passionné qui a inspiré ma vie et celle de ma famille. Voici l'homme derrière le message, Stéphane Lévesque. C'est un autre monsieur qu'on dérange, qui passait près de nous, au moment où ça commence peut-être à être un peu gênant, parce qu'on est en train d'attirer autant de monde qu'une assemblée politique. Ça vous ennuie pas trop, le Pas public? du tout, ça me fait plaisir. Réellement, exaspérant de voir les produits qui augmentent comme ça. Je m'aperçois qu'à chaque semaine, il ne m'en reste pas beaucoup de porte-monnaie. Franchement, il faut calculer davantage pour arriver dans notre budget. Ici, plusieurs liens vous sont offerts pour suivre l'actualité de la région, pour connaître la programmation de TVA, pour en apprendre davantage sur notre station, son histoire. Et c'est un travail qu'on réfléchit longuement et qu'on réfléchit plusieurs fois, sur lequel on passe et repasse des heures. Enfin, une bonne nouvelle. Est-ce que tu pourrais brièvement me raconter ton parcours? Ah, mon Dieu! Hey, moi, c'est un parcours sinueux. C'est même pas un parcours typique, je te dirais. Je dois être un journaliste atypique. Je savais pas trop quoi faire de ma vie, j'avoue. Je changeais de job aux 3 mois. J'avais 17-18 ans. Et j'avais pas fini mon secondaire 5. Puis, à un moment donné, j'attendais mon premier enfant. Et puis, la mère de mon premier enfant me dit il me semble que tu pourrais faire quelque chose de tes 10 doigts puis de ta peau, tu sais, que t'es assez intelligent pour te trouver quelque chose qui va te tenter, puis où tu vas rester. Elle voyait ton potentiel. Ouais, pas moi. Et moi, je me demandais toujours, je me demandais pas, je savais pas qu'est-ce que j'avais envie de faire dans la vie. J'avais beau me poser des questions, j'avais beau réfléchir à ça, j'en avais aucune idée. Et puis, j'étais plus du genre à me laisser mener par les événements, puis encore aujourd'hui, j'étais un peu comme ça, je dirais. Et j'avais vu en même temps une annonce, je vivais à Victoriaville, puis j'ai vu en même temps une annonce du studio Jean Malo de Sherbrooke, qui offrait une formation privée en communication, radio-télévision, qui appelait à l'époque. Le studio existe toujours, mais ça s'appelle maintenant l'art de prendre la parole en public. Et puis, j'avais téléphoné. Ça avait juste à donner qu'en même temps que la mère de mes filles me demandait, me disait, il me semble que tu devrais faire quelque chose de ta peau, puis arrêter de changer d'emploi aux 3 mois, d'autant plus que tu as un premier enfant qui s'en vient, peut-être le temps que tu prennes tes responsabilités. Hein? Et puis, ça a juste à donner qu'en même temps, j'avais vu cette annonce-là à la télé. Tu sais. Puis là, je lui ai dit, il me semble que j'aimerais faire ça, moi. Fait qu'elle dit, go. Fait que j'ai pris le cours. Ça a duré 2 mois. C'était un cours intensif de 2 mois. Puis après ça, j'ai envoyé des CV partout au Québec. Et tout le monde, toutes les stations de radio m'ont tourné des fins de non-recevoir, qu'ils n'avaient pas besoin, puis tout ça. Mais la station de Radio-Canada à Sept-Îles m'a retourné avec son accusé réception une offre d'emploi pour la radio communautaire de Havre-Saint-Pierre, qui était échue. La date était passée. Tu sais, à l'époque, il n'y avait pas de courriel, et puis même si on n'est pas si vieux. Donc, tout était par courrier. On avait l'impression parfois que Poste Canada, c'était le Pony Express. Puis, malgré tout ça, je m'étais dépêché à téléphoner à Havre-Saint-Pierre, puis Havre-Saint-Pierre m'avait dit oui, on aimerait ça te rencontrer. J'imagine qu'il n'y avait pas eu beaucoup de candidatures. Donc, ils ont payé toutes nos dépenses pour qu'on parte de Victoriaville pour se rendre jusqu'à Havre-Saint-Pierre. C'était un voyage en voiture de 15 heures. À l'époque, la route s'arrêtait là. Maintenant, elle va jusqu'à Natashquan. Et puis, Havre-Saint-Pierre m'avait reçu en entrevue, payé toutes les dépenses.
Et moi, je viens de Sept-Îles, donc j'avais encore de la parenté à Sept-Îles. On était demeuré chez une de mes tantes à Sept-Îles pendant le voyage et j'avais décidé qu'à mon retour de voyage, après Havre-Saint-Pierre, j'allais retourner dans toutes les stations de radio qui m'avaient envoyé des fins de non-recevoir en disant qu'ils n'avaient pas de besoin, qu'ils avaient besoin de personne en ce moment. Et puis, j'ai cogné, bien entendu, à la porte de Radio-Canada Sept-Îles et aussi à la porte de la station de radio privée de Sept-Îles. Et bon, quand je suis arrivé là, j'ai parlé avec le directeur de la programmation de l'époque. Et quand il a constaté que j'étais que j'étais un gars de Sept-Îles, que j'avais encore de la parenté à Sept-Îles, et bon, probablement que je me présentais pas si pire à l'époque, puis que j'avais un bon ton de voix, visiblement, ça a cliqué. Et quand j'ai été de retour à Victoriaville 2 jours plus tard, il m'a téléphoné pour me dire qu'il y avait un emploi de disponible comme journaliste sportif. Génial. Mais moi, le cours que j'avais pris, c'était un cours d'animation. J'avais de la misère avec mon français, pas à l'oral, mais à l'écrit. J'avais jamais tapé à la dactylo, parce qu'à l'époque, c'était des dactylos. En tout cas, je connaissais rien du métier. Et puis, j'avais le choix entre cet emploi-là qu'il m'offrait à Sept-Îles à 250 $ par semaine ou un emploi à Victoriaville qui est arrivé en même temps à 250 $ par semaine pour devenir responsable d'un atelier de débosselage d'un concessionnaire automobile de Victoriaville. Bien entendu, la mère de mes filles souhaitait sincèrement que je prenne l'emploi de Victoriaville parce que sa famille vivait à Princeville. Mais bon, j'ai choisi d'aller à Sept-Îles et de faire mes classes. Ça n'a pas été de tout repos. Tu aurais dû me voir les premiers matins assis en avant de la dactylo à un doigt comme ça, là. Puis, pour tes articles sportifs, là, tu parles. Pour les nouvelles sportives, okay. Oui, parce que quand même, il fallait tout écrire quand même. Parce que de toute façon, si j'avais écrit à la main, je n'aurais pas été capable de me relire. J'écris comme un médecin. J'écris très, très mal. Et puis, c'est comme ça que ça a commencé, simplement. Fait que donc, à Sept-Îles, j'ai été journaliste sportif. Je remplaçais le journaliste aux affaires générales quand lui s'absentait. Lui, il faisait une émission du midi d'animation, d'affaires publiques, d'entrevues. Je le remplaçais aussi quand il n'était pas là. Alors, j'ai fait mes classes comme ça. J'ai aussi fait mes classes à l'animation parce que je remplaçais à l'animation, parce que en région, tout le monde fait le tout. Et ensuite de ça, ça a duré 1 an et demi. Après ça, après 1 an et demi, ça s'est terminé. Il y a eu des rationalisations. C'était en 1989. Je suis parti à Val-d'Or. Je fais une histoire courte, là, parce qu'il y a eu des périodes entre les deux où j'essayais de faire d'autres choses. Je revenais toujours aux médias parce que c'était visiblement enfin la voie que j'avais trouvée dans laquelle je me sentais bien. Une voie où, au risque de paraître paresseux, j'avais pas l'impression de travailler. C'était comme une seconde nature. Et puis, j'ai travaillé à Val-d'Or. Ensuite de ça, je suis parti de Sept-Îles. On a déménagé, là, j'ai eu mon premier enfant, on a déménagé à Val-d'Or. J'ai travaillé pour Radio-Nord pendant 10 mois. Ça a vraiment pas bien été parce que là, encore une fois, c'était une période à l'époque, fin des années 80, début des années 90, où il y avait, tu sais, le monde des médias, c'est très cyclique. Puis c'est très récurrent. Il y a des périodes de rationalisation, des périodes d'embauche, rationalisation, embauche. C'est une roue qui tourne, puis ça tourne toujours dans le même sens. Des coupures, on embauche, des coupures, on embauche. C'est encore comme ça aujourd'hui. Vous essayez de faire votre chemin au travers de tout ça. À travers ça, c'est ça, tu sais. Fait que, on a été 10 mois à Val-d'Or. Quand Val-d'Or s'est terminé, au moins à Val-d'Or, là, j'ai fait de la télé, puis j'ai goûté un peu, j'ai fait de la radio, puis j'ai goûté un peu à la télé. Quand Val-d'Or s'est terminé, j'ai dit on va arrêter de déménager en fou. Parce que là, ça faisait Victoriaville, Sept-Îles, à 13 heures de route. Sept-Îles pour partir après ça dans l'ouest, nord-ouest du Québec à Val-d'Or. C'était encore un gros déménagement. On avait notre premier enfant. Fait que puis toute ma famille désormais était rendue à Trois-Rivières. J'ai dit, on s'en va à Trois-Rivières. Même si j'ai pas encore d'emploi à Trois-Rivières, puis on verra rendu là-bas. Et rendu à Trois-Rivières, là, je me suis mis à cogner aux portes. La station de radio locale, à un moment donné, a eu un besoin pour une couverture de hockey universitaire avec les Patriotes de l'UQTR pour aller dans des séries éliminatoires à Toronto.
Fait que j'ai embarqué sur l'autobus avec l'équipe. J'ai fait des reportages pour la station de radio de Trois-Rivières. Après ça, ils m'ont donné des heures à temps partiel. J'ai combiné ça avec des heures à temps partiel à Drummondville. Fait que je combinais les deux. Je voyageais à Trois-Rivières, Drummondville pour faire des quarts d'animation. Je rentrais à Trois-Rivières pour faire du journalisme. Puis aussi, à un moment donné, dans cette période-là, j'ai commencé à faire des télébingos à la télévision communautaire pour devenir de plus en plus à l'aise à la télé. Mais c'était toujours une question de survie. Les télébingos, c'était au profit de la Fondation des maladies du cœur pour ce qui était de Trois-Rivières, si ma mémoire est bonne, puis au profit du Club Rotary pour Cap-de-la-Madeleine. Maintenant, ça fait toute partie de Trois-Rivières, mais à l'époque, c'était des villes distinctes. Puis ça me donnait 50$ par semaine chaque place. Puis ça... À la radio, puis Okay. ça permettait d'avoir un salaire quand même assez décent. Mais en même temps, parallèlement, je devais tout de même travailler, avoir des emplois d'appoint. J'ai travaillé dans les magasins d'électronique, j'ai vendu des balayeuses, il n'y a rien que j'ai pas fait. Ça permettait à ta famille de te fixer à quelque part. Puis... Aussi, puis de payer le logement, puis de faire l'épicerie. Puis j'ai eu mon deuxième enfant dans cette période-là, en 1991. Mais tout ça a fait en sorte qu'à un moment donné, il y a une animatrice de TVA Trois-Rivières qui cherchait un remplaçant pour une émission qui s'appelle La Viande Estrie. Elle partait en Europe, il ne trouvait pas personne, qui un soir est assise chez elle, puis elle zappe avec sa télécommande, puis elle tombe sur un télé-bingo. Ben voyons. Puis là, on me voit en train d'animer le télé-bingo. Ah, c'est Stéphane Lévesque qui fait aussi de la radio, je l'entends à CHLN. Puis elle en parle à son patron me fait venir, me rencontre, me demande si ça m'intéresse. Fait que donc, ça a été mon premier vrai contrat à la télévision, à TVA Trois-Rivières, La vie en Mauricie. J'ai fait un remplacement de 3 semaines. Après ça, il y a eu une autre période un peu creuse, qui a duré plus ou moins 1 an, où je faisais de la radio, je faisais les voix commerciales pour la télé de Trois-Rivières, les 3 antennes, parce qu'il y avait TQS à l'époque aussi. Radio-Canada, TVA et TQS. Et à un moment donné, un ancien patron de radio qui s'en va travailler pour Radio-Canada TQS à Trois-Rivières me lâche un coup de fil ou non, me voit dans le hall d'entrée quand je fais des voix hors champ pour les publicités. Il me dit, la lecture, la présentation de bulletins de nouvelles, tenterais-tu d'essayer ça? Parce qu'il se libérait un poste à demi-temps à TQS à Trois-Rivières à l'époque. Je me suis dit, ouais, pourquoi pas? Tu sais? Donc, j'ai fait une audition, j'ai eu le poste, donc j'ai eu un contrat d'1 an pour la présentation du bulletin de TQS pendant 1 an, et l'année suivante, je suis devenu chef de pupitre, présentateur du bulletin de 18h et correspondant pour RDI à Trois-Rivières. Puis là, donc, c'était un emploi temps plein. Ça, c'était 95 environ. C'est devenu comme ça, c'est arrivé comme ça. À l'intérieur de 5-6 ans? Ouais, c'est ça. Puis, j'avais toujours le même problème, comme j'avais pas de secondaire 5, souvent, moi, je voulais appliquer à Radio-Canada, je voulais pas poser ma candidature, puis je disais, ouais, t'as pas de bac, ouais, t'as une bonne formation sur le tas, mais ton français est pas terrible, peut-être, Fait que j'ai réussi à aller à l'université, du Québec à Trois-Rivières, à être admis sur base d'expériences pertinentes. J'étais rendu, j'avais 25-26 ans. Puis là, j'ai réussi à aller chercher un certificat en recherche et rédaction. Puis Radio-Canada m'a plus jamais écœuré parce que j'avais pas de papier. Mais aussi, ça m'a donné confiance en moi. Tu sais, parce que oui, c'est vrai, j'avais des grosses lacunes en français écrit. Moi-même, j'étais gêné. Et puis, donc, ça a été très, très formateur sur le plan personnel. Sur le plan personnel et aussi, du coup, professionnel. Puis en 99, c'est TVA qui m'a approché parce qu'il y avait un poste qui se libérait du côté de Sherbrooke. Puis je me suis emmené à Sherbrooke. Mais pendant toute cette période-là, autant pour Radio-Canada que pour TVA, pendant que j'étais attaché aux antennes régionales, j'ai fait plein de remplacements à Québec pour des émissions de premier plan, à Montréal pour la présentation de bulletins majeurs, autant du côté des RDI que du côté de TVA. Fait que j'ai vraiment goûté à toute la sauce. Beaucoup de plaisir.
Je voulais sauter sur l'occasion pour te demander le rôle, après tout ce passage-là, tant amateur, professionnel, apprendre sur le tas, universitairement parlant, maintenant professionnel. C'est quoi pour toi le rôle d'un média de l'information? Oh, ça a tellement changé. Le rôle, c'est d'informer. Bien sûr. Moi, je suis devenu journaliste à cause d'une image que j'ai vue quand j'étais jeune. Je rêvais d'être journaliste. Tu sais, la fameuse image, tout le monde en a déjà vu une semblable, du journaliste des années 40, 50, avec le chapeau sur la tête, les manches de chemise roulées, les bretelles, la cigarette au bec, le café qui fume devant sa machine à écrire, qui vient de découvrir un gros scandale, puis qui est poussé par le deadline pour la production, sa presse, il faut qu'il sorte l'histoire. T'sais. Donc, cette image-là m'a tellement frappé. Puis j'étais un passionné de radio parce que j'avais acheté à l'époque, j'allais beaucoup, quand je vivais à Sept-Îles, j'allais beaucoup dans le bois. Et je me levais toujours avant tout le monde, avant ma famille, chaque matin de semaine. Et je me faisais un petit café, même si j'étais jeune, et j'écoutais la radio. Puis là, je voulais traîner la radio avec moi partout où j'allais. Fait que j'étais allé, j'avais vu dans le catalogue distribution consommateur des radios en forme de canne de coke. On mettait une batterie 9 volts dans ça, puis on pognait le poste AM facilement. Fait que j'avais sur mon vélo 10 vitesses avec lequel j'allais dans le bois, ben j'avais troqué la gourde d'eau pour prendre le porte à gourde d'eau pour mettre ma canette de coke et écouter la radio en permanence partout où j'allais. T'sais. Fait que donc j'étais un passionné de radio, j'étais un passionné d'information, de nouvelles, des voix, de tout ça. Là, t'sais. Donc au départ. Pour revenir à ta question, le rôle c'est d'informer. Le rôle, c'est d'informer, de vulgariser, de comprendre, puis de rendre comestible dans toutes les sphères de la société. Tu sais, faire des bulletins d'information, c'est ça, d'informer. Puis, si on part de toi en disant que l'objectif premier est d'avoir une volonté, une passion d'aller chercher l'information, maintenant, à partir de ce moment-là, de quelle façon il est important d'accorder une importance. Ben, il est important d'accorder une importance à son message, évidemment, mais de quelle façon on doit transmettre ce message-là aux auditeurs? Le plus fidèlement possible, le plus clairement possible. Puis, toujours se poser la question, c'est un patron à un moment donné qui nous apprenait ça à TVA. À chaque matin, quand tu te lèves, c'est sûr, les gens parlent de la météo. Mais de quoi ils parlent? Tu vas prendre un café au restaurant du coin, au dépanneur, à l'épicerie. De quoi les gens parlent? L'augmentation d'essence, l'augmentation des taxes, de la pluie, du beau temps, de la guerre. C'est toujours d'essayer de se mettre au diapason du peuple. Savoir de quoi les gens parlent. Quelles sont les questions que les gens se posent. Puis de fouiller et d'aller dans cette veine-là. Et de trouver des sujets connexes dans l'intérêt du public. C'est toujours l'intérêt du public qui doit primer. Désormais, je suis plus certain que ça prime tellement tout le temps dans la recherche de codes d'écoute, de sensationnalisme ou de spectacularisme. Mais j'ai vu souvent, moi, dans des réunions de production, des patrons dire « ça intéresse personne, ça ». Tu sais, parce que souvent, nous, à Sherbrooke, ici, on avait des réunions de production avec des gens de Montréal, tous les jours, hein, parce que comme c'est en réseau maintenant, les réseaux veulent
que le matériel des régions serve à alimenter les bulletins de réseau pour donner cette impression-là aux consommateurs de partout au Québec que les têtes de réseau s'occupent de tout le Québec. Ça permet de diminuer les services en région, hein, ou diminuer les effectifs en région. Mais il y a une distorsion entre ce qui intéresse les gens de Montréal et ce qui intéresse les gens de Sherbrooke ou de l'Estrie. Hein? Donc, des fois, ce qui était important de couvrir pour l'Estrie apparaissait comme anodin puis banal pour Montréal. Fait que ça devenait de plus en plus une partie de bras de fer. Même que des fois, moi, je demandais à des caméramans d'aller tourner des images, puis je faisais des textes quand même d'événements de l'Estrie, de Sherbrooke, puis de l'Estrie, qui, je savais, étaient importants pour la région, mais dont Montréal n'avait rien à foutre. Tu sais? Ouais, c'est un peu contre-intuitif parce qu'en fait, tu pars de ta passion de vouloir faire ça du message. Ensuite, tu te dis, ben là, je vais m'informer à savoir ce que les autres, au lieu de pas ce que je pense moi, mais ce que les autres veulent savoir. Ce que les autres. Puis, dans l'espèce de monde macroscopique, ben à un moment donné, ça se confronte. Qu'est-ce qui devient important pour toi, mais qui l'est moins pour moi? Tu sais, une anecdote, à un moment donné, j'étais à la fête. De par la fonction que j'occupais à TVA Sherbrooke, j'ai reçu un coup de téléphone dans une nuit de vendredi à samedi. Il était arrivé un événement à Rock Forest, puis je vivais à Rock Forest. Un policier qui avait tiré sur un jeune qui était dans une voiture. Et l'affectateur de Montréal me téléphone en me disant il y a des policiers qui ont tiré sur quelqu'un à Rock Forest. Peux-tu envoyer un caméraman? Ben, je dis, ouais. Mais c'est où à Rock Forest? Ben, je le sais pas. Peux-tu vérifier? Oui. Fait que j'appelle le service de police de Sherbrooke. Ils peuvent pas me donner l'information. Puis, mais il me dit qu'aussitôt qu'ils peuvent donner l'information, il va me rappeler. Je rappelle l'affectateur à Montréal, puis je lui dis, gars, je sais pas c'est où. La police dit pas c'est où. Et là, lui, il doit me répondre, ouais, mais tu vis à Rock Forest. Je dis, ouais, puis je vis à Rock Forest. Ben, il dit, sors sur ta galerie, tu vas bien voir où il y a des lumières de police. OK, tu penses que toi, Rock Forest, c'est une rue. Fait que tu vois la distorsion, là. Tu sais? Non, c'est pas juste une rue, Rock Forest, c'est une ville. Donc, tu sais, chaque province, chaque pays est découpé en villes, en quartiers. Dans une ville donnée, chaque quartier a ses réalités. Donc, l'information, c'est complexe. Tu as des sujets d'information qui vont n'intéresser qu'une ville donnée, qu'une région donnée. Puis, tu as des sujets d'information qui vont concerner, même s'ils proviennent d'un quartier donné, d'une ville donnée, une province ou un pays tout entier. Tu sais, c'est la sorte de jugement qui s'apprend, mais qui n'existe plus, ou de moins en moins, malheureusement. Au nom de quoi? Je ne sais pas. Je m'en doute. Il y a plusieurs raisons. Au nom de la vitesse, de la productivité, puis du manque de discernement et de jugement. Est-ce que cette centralisation-là, moi je dirais plutôt cette centralisation-là décisionnelle pour l'information, ce qu'on va attendre, si elle vient d'un seul endroit, comment on peut se détacher de ça pour retourner dans les rues, dans la rue de Rock Forest? Est-ce que c'est les médias indépendants ou? Ben, c'est un tout. Les indépendants qui vivent avec des impératifs financiers puis des pressions financières qui sont grandes
essaient de tirer leur épingle du jeu. C'est un tout, tu sais, parce que les médias sociaux sont arrivés à travers ça. Les autres plateformes sont arrivées à travers ça. Tout le monde a essayé de se revirer de bord, puis de composer avec ça, mais le numérique est tellement rapide que ça a pris beaucoup de place et très, très, très rapidement. Les grands joueurs ont pas eu le temps de réagir, ou ont trop pris le temps avant de réagir, ou ont trop voulu analyser, même s'ils savaient que ça s'en venait. C'est un peu comme l'intelligence artificielle, tu sais. Un coup que l'intelligence artificielle arrive, là, tu vois les gros qui se mettent de la partie, puis qui disent wow, 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 on demande un moratoire, et trop tard, c'est lancé. Tu sais? Wow, 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 faut être prudent parce que ça peut être dangereux, trop tard, c'est lancé. Mais vous saviez que ça allait être lancé. Puis aujourd'hui, ben là, c'est en rattrapage, puis ça se rattrape difficilement. Les seules façons qu'on trouve de rattraper le coup, c'est de couper. Mais pendant ce temps-là, il y en a certains qui multiplient leurs investissements à coups de centaines de millions dans d'autres domaines qui marcheront jamais. Au lieu de revoir les façons de fonctionner, puis d'essayer de se rapprocher de sa population ou de ses populations respectives. Tu sais, il fut un temps où les stations TVA, par exemple, avaient des signes distincts d'appartenance dans chacune de leurs régions. Chaque région se sentait profondément liée à sa station régionale et du coup à la tête de réseau, par conséquence. C'est plus le cas. Donc, il y a comme une fidélité qui s'est perdue, une appartenance qui s'est perdue, puis moi, je présume, puis je prétends, ça peut paraître simpliste, mais c'est aussi que plusieurs stations régionales ont arrêté d'être le reflet de leur région. Le jour où tu arrêtes d'être le reflet de ta région, ben, ta région ne te reconnaît plus. S'identifie plus à toi. Comme une sorte de représentation d'eux-mêmes à la télévision. Ça. Exact. Ça s'est comme un peu perdu, selon toi? Ou Ben, perdu. Les codes d'écoute ont continué de descendre. Les revenus publicitaires aussi, supposément. Je n'ai pas accès aux livres. Puis l'arrivée des multiplateformes. Puis dans un vent de panique, au lieu de repenser les modèles, puis d'essayer de se rapprocher de la communauté, ben on va tout de suite à la solution facile qui est de couper. Tu sais, comme les dernières annonces de coupure annoncées par Québécois concernant ces stations régionales. Tu sais, le présentateur ou la présentatrice des bulletins ne sera plus à Sherbrooke, va être à Québec. Mais là, on vous dit, non, mais il va y avoir des journalistes reporters à Sherbrooke, là. Mais ils vont juste envoyer ça, mettons, à Québec, puis c'est le présentateur de Québec qui va présenter ça à Sherbrooke. Ça renforce le pouvoir décisionnel de ce qu'on va diffuser et ce qu'on va pas diffuser quand même. Le choix éditorial qui va se faire à Québec, même si on dit que non, et la personne qui va le présenter à Québec, ben tu risqueras pas de le croiser, je sais pas moi, au Comtonal ou au Festival de musique de Coinsville ou au dépanneur du coin. Tu le croiseras jamais. Tu sais? Fait que donc, tu sais, cette parenté-là, cette familiarité-là, développée au cours des décennies entre les gens des médias et leur communauté, ben c'est comme bafoué du revers de la main. Au lieu de repenser le modèle, de le rendre rentable, de l'amener à être rentable, de le réfléchir, on coupe. On coupe, puis on coupe, puis on coupe. Au nom des multiplateformes, au nom des gros réseaux sociaux, au nom des gros méta et compagnie, ben bon, oui, c'est vrai. Ils prennent du revenu publicitaire, ils prennent du marché. Oui, c'est vrai.
Mais ça fait 25 ans qu'on le sait. Ça fait 25 ans que c'est commencé. Est-ce que tu crois qu'il y a une différence entre l'information, disons, de l'époque du père Péladeau? J'ai pas travaillé sous le père. Faut que je fasse attention à ce que je dis, dans le sens qu'il faut bien que je le dise. Les réalités ont beaucoup changé. Le père avait une façon de faire, une philosophie qui a visiblement pas été conservée. Quand on pense à ce qu'il a réussi à faire avec le Journal de Montréal, il est parti de rien. T'sais. Il le disait lui-même qu'il avait emprunté 1500 pièces à sa mère pour partir ça. Ensuite, il y a eu la succession qui a pris la suite. C'est devenu un empire encore plus gros. Il y a des prérogatives comptables qui sont rentrées dans la balance. C'est deux philosophies. Pierre Carl disait souvent que son père était un visionnaire puis que lui, c'était un comptable. Tu sais, difficile de juger parce qu'il y a trop de données. Des contextes différents. Des contextes différents puis des époques différentes. Je peux être un peu naïf. Je suis pas comptable. J'ai pas les chiffres. Mais je pense qu'on aurait pu faire autrement. Je pense qu'on aurait pu faire autrement pour maintenir cette grande famille-là et cette grande puissance-là qu'était TVA. Puis ensuite LCN. C'est devenu deux entités très, très fortes. Puis on n'aura pas fait attention. Parce qu'il y a eu plein de signes avant-coureurs. Et je trouve ça très triste. Je trouve ça très triste. Parce qu'on pourrait rentrer dans les détails. Tu sais, moi, j'étais là pendant 20 ans à TVA. On pourrait rentrer dans les détails parce qu'on a vu l'émergence des réseaux sociaux arriver, des multiplateformes. On a vu le web, la nécessité du web, de l'information sur le web. Je vais juste soulever la question, est-ce que quand on l'a vu arriver, puis qu'on a affecté des ressources, est-ce qu'on a assez ou suffisamment affecté de ressources dans ces secteurs-là pour parer aux éventualités puis aller au-devant des coûts? Ça, moi, je suis catégorique, la réponse, c'est non. Radio-Canada le fait. Il y a des tempêtes à Radio-Canada, mais je pense qu'elles sont moins violentes que dans le privé. Là, le privé va dire, bon, c'est bien, Radio-Canada, c'est financé par le public, c'est plus facile. Yeah. Ça reste qu'il y a une volonté de desserte des populations locales et régionales et culturelles de chaque région du Canada. Ça reste toujours à l'esprit. Ça fait toujours partie d'un incontournable à Radio-Canada. Alors que dans le privé, c'est pas long qu'on tire la plug sur les régions pour garder les têtes de serpents vivantes. Alors que moi, j'ai toujours prétendu que c'était les régions qui permettaient aux têtes de serpents de demeurer en vie. C'est fait à l'envers. Tu sais, c'est comme en information. Pour avoir une idée juste, il faut que tu fasses tous les angles. Pour avoir une idée objective, il faut que tu couvres tous les angles. Puis ensuite, tu peux livrer une information juste et précise parce que tu as fait le tour de la question. C'est ta job, de journaliste. Faire le tout, présenter toutes les facettes, toutes les opinions. Aux gens ensuite de tirer une conclusion, de se faire leur propre opinion. T'es pas là pour leur en faire une, leur en dicter une. La tendance, maintenant, j'ai l'impression des fois que c'est un petit peu tendancieux, on veut donner comme une
forme pensée ou une ligne de pensée. On veut comme l'imposer sans que ça paraisse. Hein? Le travail du journaliste d'avant et d'aujourd'hui, est-ce que tu crois qu'il y a encore un libre arbitre pour le journaliste? Parce qu'on entend toujours l'espèce de... cette fameuse, soi-disant, volonté éditoriale qui est hors de contrôle de nos journalistes. Non, on va pouvoir faire une autre émission là-dessus, si tu veux, Daniel. Je pense que ça a toujours existé, ça. Il y a toujours un dirigeant quelque part dont tu connais la couleur. Et tu sais tout le temps, c'est du non-dit, c'est du non-écrit. C'est du non-répertorié. Mais tu sais à l'intérieur de quel cadre tu as le droit de fonctionner puis tu vas être confortable. Peut-être que c'est pire maintenant, mais je l'ai vécu aussi à l'âge de 20 ans. À cette île. T'sais. Fait qu'après ça, tout est dans la manière de passer le message. Tout est dans la manière de rédiger. Tout est dans la manière de livrer. En demeurant proche de ses propres principes. Puis en n'allant pas là où certains aimeraient que t'ailles, puis en faisant pas le contraire non plus. En essayant de garder une ligne droite. Okay? En demeurant neutre et objectif, puis pas influençable. Il va toujours en avoir qui vont lâcher ou faire une allusion pour faire plaisir. Ce qui est normal. Ou en pensant faire plaisir. Il existe des termes en psychologie pour ça, là. Puis ils me reviennent pas, là. Mais c'est comme des façons de faire qui sont pas dictées par personne, mais qui pourtant sont là puis sont très, très claires. Puis quand tu demandes d'où vient la directive, personne ne sait d'où vient la directive. Et c'est comme quelque chose qui s'est installé au fil du temps. Une couleur qui a été donnée par un mouvement, par un état d'âme, par un contexte. Je sais que c'est plein de sous-entendus puis que c'est pas clair. En même temps, ça l'est beaucoup. Non, mais je comprends tout à fait. Puis... Sans que je me compromette pour autant. Mais moi, je comprends tout à fait parce que c'est ma propre chaîne. C'est ma chaîne à moi. Oui. Donc, moi, je diffuse ce que je veux. Oui. Et je trouve moi, je peux pas dire ce que je veux. Non. Mais je trouve ça intéressant que notre discussion soit amenée par rapport à la ligne directrice parce que justement, j'ai l'impression, quelquefois, on oublie aussi que les gens qui travaillent pour les médias ou qui sont pour la plupart des citoyens comme nous, donc qui travaillent pour l'intérêt public. Puis j'ai souvent ce discours-là, je sais pas s'il faut pouvoir m'aider à mieux comprendre ça, mais l'espèce de discours d'avoir peur de nos médias. D'avoir l'impression que... Ben, les institutions, certaines institutions, vont avoir peur des médias. Vont essayer de contrôler le message, de maquiller le message. Ça se voit beaucoup dans le public puis dans le parapublic. Hein? Et dans le privé aussi. Dans le factuel, dans le fait divers, dans le social, moins. Mais à partir du moment où tu touches politique, santé, éducation, il y a un contrôle de message un contrôle au sens où on a des bureaux remplis de personnel spécialisés en rédaction de communiqués puis spécialisés en entrevues pour ne pas rien dire. Donc des messages vides. Hein? Mais ça sert personne. Ça sert personne. Ça sert pas le média, ça sert pas la population, puis ça sert pas l'institution. Ça sert personne.
Parce que ça va nulle part. Moi, je prône plus pour la transparence. Mais ça fait peur. Fait que donc, ça rend le travail encore plus compliqué, mais ça augmente les risques aussi. Ça augmente les risques de mauvaise interprétation. Tu sais, quand les institutions émettent des communiqués ou refusent de commenter des dossiers, ça laisse place à l'interprétation. Ce serait bien mieux de prendre la parole, d'affronter, de porter le message, puis que ce soit clair, puis d'assumer. C'est de même parce que. Mais maintenant, l'opinion publique fait peur, fait qu'on veut contrôler le message. Fait que c'est pas le média qui fait peur comme l'opinion publique. On veut contrôler le message, fait qu'on en dit le moins possible aux médias, ou on dit quelque chose qui veut rien dire aux médias. Le média rapporte le message qui ne veut rien dire, ça porte à interprétation, puis il n'y a rien de clair, puis c'est pas réglé, puis ça finit jamais. C'est des messages vides, des paroles vides. Puis ça, il y a des bureaux en santé, en éducation, au gouvernement, remplis de spécialistes qui ne pensent qu'à chaque mot qui seront délivrés pour que personne ne se compromette. Chaque mot, chaque virgule. Pas pour rien, là, tu sais, là, quand ça part sommet du G7, sommet du G20, la COP 18, 23, machin, truc, patati, patati, ça prend des jours avant que tout le monde accepte le communiqué final. Pas pour rien. Les pays s'ostinent sur une virgule, sur un mot. Ah non, 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 dis pas ça de même. Ils vont penser que ça veut dire ça. C'est un contrôle absolu. Mais c'est pas mieux. Ça laisse place à l'interprétation. Ah, puis ça influence involontairement les citoyens. Pas nécessairement de la bonne manière. Un chat, c'est un chat. Point. Ça va mal en santé, ça va mal en santé. Point. On va mal en éducation, on va mal en éducation. Point. Il n'y a pas de prof, point. On bâtit une école, il n'y a pas de prof. Il n'y a pas d'enseignant. Tu bâtis une école, il n'y a pas d'enseignant. Oh, on bâtit un hôpital. On bâtit le centre de mère, jeunesse, famille. Ça fait 30 ans qu'on le promet, on est bon, on a enfin accompli notre promesse. Oui, ça va avoir du monde à mettre dedans. Manque de personnel. Pas de béton. T'sais? La réforme Barrette, les super cliniques. Combien de super cliniques qui se sont bâties au Québec? Sont vides. Manque de médecins. Ça n'a pas changé. C'est pas le building qui a changé. Quoi que ce soit à la réalité. Est-ce que tu trouves qu'on passe assez de temps dans les médias d'information pour en discuter? On n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Il n'y a plus assez de personnel. Puis on n'accorde plus assez d'importance, puis c'est pas assez payant de faire de l'enquête. Effectivement. Tu sais? Puis, malheureusement, le peuple, là, on n'est plus au temps où les gens allaient dire assez, c'est assez. Assez, c'est assez. Cette époque-là, on est comme dans une époque où le peuple subit. Dans toutes les sphères de la société. L'inflation arrive, les prix augmentent, le coût de logement augmente, tout explose partout, tout le monde a de la misère, tout le monde se plaint. Au-dessus, les dirigeants, les gouvernements disent « On va vous aider, on va vous donner 500$, ça ne change rien dans la misère du monde, 500$ sur 12 mois, là. » On se comprend? Mais là, les gens prennent le 500, ferment le gueule,
continue de chialer, continue d'aller mal. On fait tous les efforts qu'il faut. En santé, j'ai pas de médecin, manque d'infirmières, manque de services, manque de personnel. Ah, mais je viens d'engager un DG qui va coûter 700 000 par année, ça va tout régler. Mais non. Ah, ben, OK, d'abord. On attend toujours la fameuse solution du spécialiste qui est en haut. Qui est censé tout régler. Ouais. Tu sais. Une prise en charge collective qui se fait pas, je pense. J'ai pas toutes les réponses, là. Puis moi, le premier, là. Tu sais. Mais il y a du laxisme puis du traînage à gauche puis à droite, puis dans tous les coins puis dans tous les recoins. Et c'est toujours les mêmes qui subissent. C'est la base. C'est le peuple. Je sais pas ce que ça va prendre, mais ça. Ben, ça va peut-être prendre une bonne maman pour prêter de l'argent à un futur pédado. Mais non. Les journaux d'époque, là, c'était ça. C'était rassembleur, puis tu t'asseyais au restaurant, puis tu regardais le journal. Ah ben tabarnouche. Ah ben tabarnouche. Ah ouais, ils mettent des. Tu sais? Ben, juste refaire l'histoire de TVA, c'est quelque chose qui serait intéressant quand même avec tous les médias, parce qu'il n'y avait pas seulement TVA. Non, absolument, oui. Absolument. Mais tu sais, c'est toute l'entreprise aussi qui marche à profit, puis c'est bien normal pour survivre, puis tout le kit. Puis le contexte est tellement difficile à évaluer maintenant parce que comment je dirais, les composantes sont tellement diverses et multiples qui viennent de tous bords, de tous côtés. C'est comme un Star Wars galactique, là, tu sais, où tout arrive, les lasers arrivent de partout. Tu sais, le marché a tellement explosé, là, que tous les revenus ont été fragmentés, là. C'est comme une étoile qui a explosé, ça, là. Puis, tout le monde essaie de ramasser sa poussière d'étoile un peu du mieux qu'il peut, là, ce qui en reste. Mais c'est malheureux parce que c'est la collectivité qui paye pour. Puis c'est les artisans aussi qui payent pour. Puis c'est long à rebâtir, ça. Mais bon. En conclusion, est-ce que tu crois que il y aurait une possible coopération entre les médias indépendants et, comme dans les médias sociaux, et les médias privés? Je sais pas. Ça prend une diversité d'informations, ça prend une diversité de plateformes, ça prend une diversité d'entreprises pour une objectivité et puis un éventail de produits. L'exemple des coops de l'information est super intéressant, cependant. Il ne faut pas le nier. Tu sais, anciennement, La Tribune, Le Nouvelliste, La Voix de l'Est, le journal Le Soleil. Tous des journaux appelés à disparaître, qui ont formé une coop. Maintenant, tu vas sur la coop de l'information, tu retrouves Le Nouvelliste, La Tribune, Le Soleil, La Voix de l'Est, entre autres, avec des informations de chaque région desservie. Ça, c'est un bel exemple de sauvegarde, de mouvements, d'individus, d'artisans qui se sont réunis pour sauver une plateforme, j'allais dire un micro, mais dans leur cas, c'est du papier, là. Mais bon, en tout cas, une avenue d'information, tu sais. C'est un bel exemple. Je pense que Québécois aurait les moyens, ça se ferait pas en client ciseaux, mais de s'asseoir à une table puis de revoir les modèles d'affaires. De revoir ça comme du monde. De garder des représentativités régionales plus que seulement des journalistes, quelques caméramans, puis un bureau. Ah. Des stations régionales, des antennes fortes. Multiplateformes. Quel conseil tu donnerais
aux citoyens qui voudraient participer ou bien parler de leur région aux médias? Comment tu crois qu'on pourrait faire pour s'approprier ou ou juste partager? Y a-t-il un citoyen qui est dans son salon, là, qui nous écoute puis qui a envie, lui, de partager ce qui se passe dans sa région? Est-ce que y aurait un conseil à lui donner? C'est-tu encore faisable? Difficilement. Difficilement. Ça dépend du sujet. Ça dépend de l'intérêt. Ça dépend des possibilités de couverture. Ça dépend des événements du jour. Ça dépend de la commande. Ouais. Ou sinon, c'est une chaîne indépendante, mais là, c'est d'autres précautions qu'il faut prendre. Ouais. Appelez Daniel. On s'en va à cette Jean île. Blandeville et la région, écrivez à Daniel. Ouais. Je suis originaire de Yamachiche, fait que je vais aller dans le bout de Trois-Rivières. Ah ouais? Ah ouais? Tu peux t'étendre, prendre d'expansion. Hey, merci infiniment. Ça a bifurqué sur plein de... Toujours un plaisir. On ne devait pas aller là-dessus, on est allé là. Fait qu'on va falloir en faire une autre, ça te tente. Ouais, certainement. Hey, merci encore. Ciao. Merci à toi. Bye. Et puis, vous avez apprécié? Si vous êtes encore là, je vous réserve un petit bonus, une histoire. L'histoire, c'est au Moyen-Âge, un pauvre mendiant qui ramasse un morceau de pain rassis sur le trottoir, puis qui va s'installer à côté de l'auberge, où il y a un gros ragoût qui cuit, tu sais, puis l'odeur est succulente. Fait que pendant qu'il mange son pain rassis, il ferme les yeux, puis il respire l'odeur de l'auberge. Puis il s'imagine qu'il est en train de manger ce qui est en train de cuire sur le bois, tu sais. Fait que l'aubergiste sort de là, puis il dit Hey, tu me dois tant d'argent, t'as pas le droit de voler mes odeurs comme ça, t'es juste un matien, va-t'en, blablabla. Là, il y a un bourgeois qui passe, puis il dit qu'est-ce qui se passe? Fait que l'aubergiste s'y explique que le clochard est en train d'y voler ses odeurs en mangeant son pain rassis. Puis là, le bourgeois prend une pièce de monnaie. Puis il tire la pièce dans les airs. Puis quand la pièce tombe par terre, ça fait gling, 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 le temps qu'elle tombe à plat. Fait que il demande à l'aubergiste, aimes-tu le son de cette pièce qui tombe à terre? L'aubergiste, il dit, bien évidemment, mon sire. Ben, tu considères tout comme payé.